Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle chaîne YouTube sur l'investissement et l'entrepreneuriat. Je suis Christophe de Ton Banquier à Domicile. Nous allons tout vous dire sur l'investissement et l'entrepreneuriat. Nous allons voir aujourd'hui comment obtenir ton crédit à tous les coups. Parole de banquier. Le contexte actuel économique a changé depuis le 1er janvier 2022. Comme vous le savez, avec les nouvelles règles du HCSF, du Haut Conseil de stabilité financière, vous devez appréhender des nouvelles règles. Les règles du jeu sont différentes depuis le 1er janvier. Donc aujourd'hui, vous pouvez emprunter sur 25 ans maximum, plus 2 ans de différé dans le cadre de l'achat VFA, vente en état futur d'achèvement, et vous pouvez être endetté jusqu'à 35% maximum. Les banques vont pouvoir déroger à ces critères pour 20% de leur dossier. Sur ces 20%-là, vous allez avoir 80% pour de la résidence principale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous voulez vous lancer dans l'investissement immobilier, dans l'investissement locatif, la banque va pouvoir déroger pour seulement 4% de ses dossiers. Puisque si on prend 80% des 20%, ça vous laisse que très peu de chances pour vous en tant qu'investisseur locatif de pouvoir investir et de pouvoir déroger à ces règles-là. Pourquoi? Vous allez vite arriver au-dessus des 35% quand vous achetez un bien immobilier et que vous multipliez les acquisitions. Vous allez voir qu'avec votre revenu, ça va être difficile de compenser l'acquisition même si vous avez de forts rendements. Donc c'est pour ça qu'il va falloir se professionnaliser aujourd'hui et passer à une étape supérieure. Tout va commencer par vos relevés de compte. Ça va être important de préparer en amont votre situation bancaire et vos relevés. Donc, vous allez avoir une étape de transition. Pendant 3-4 mois, la banque va vous demander en fait les relevés précédant votre acquisition. Donc, pendant les 3 mois qui précèdent votre acquisition, vous devez avoir des relevés qui sont nickel, c'est-à-dire pas de commission d'intervention, éviter les ATD, éviter les paris sportifs, éviter tout ça. Pourquoi? La banque a besoin d'être rassurée, de voir que vous êtes un bon père de famille, une bonne mère de famille, c'est l'expression, mais juste de voir que vous avez des relevés qui sont bien, que vous mettez de l'épargne régulièrement de côté, que vous arrivez tous les mois sans difficulté à payer les charges que vous avez et vous faire confiance pour investir. Donc c'est important de préparer en amont sa situation. C'est comme ça que vous allez avoir un bon dossier bancaire avant de vous présenter à la banque. Donc faites en sorte de préparer votre investissement. L'investissement, ça ne se lance pas le jour où vous avez signé un compromis. Ça se lance déjà en amont. Donc ça va être important de remettre de l'ordre dans vos finances et du coup de préparer vos relevés de compte, de préparer la situation bancaire pour pouvoir proposer à votre banquier une situation optimale. Lorsque vous préparez vos relevés, vous allez agir sur plusieurs critères. Les critères sur lesquels vous allez agir, ça va être le scoring bancaire par exemple. C'est quoi le scoring? Le scoring, c'est une note que va vous attribuer votre banquier, donc en fonction de plusieurs critères, plusieurs éléments. Des éléments sur lesquels vous allez pouvoir jouer et des éléments sur lesquels vous n'allez pas pouvoir intervenir. Donc vous allez avoir votre âge, votre situation professionnelle, votre situation matrimoniale aussi. Donc tout ça, c'est des critères sur lesquels vous n'allez pas forcément pouvoir intervenir. En revanche, le relevé de compte, votre situation bancaire, va être un des critères sur lesquels vous allez pouvoir intervenir. Donc c'est important d'avoir de bons relevés, de ne pas être à découvert. Ça va être important aussi d'avoir des flux sur votre compte, donc des flux créditeurs, de l'argent qui rentre, vos revenus par exemple, ou de l'épargne que vous allez mettre en place. Mais ça va être aussi important d'avoir des flux débiteurs. Vous avez une carte bancaire, c'est fait pour l'utiliser, c'est pas fait pour qu'elle reste dans votre poche. Donc c'est important d'utiliser votre carte, d'avoir des dépenses, juste d'avoir des dépenses maîtrisées. Faites en sorte de ne surtout pas être au-delà de votre découvert autorisé. Le fait d'être dans votre découvert, ça génère aussi des agios, donc des intérêts débiteurs, que vous allez devoir payer à votre banque, mais ce n'est pas forcément mauvais selon les banques. Ça peut avoir une incidence sur votre relevé et sur votre scoring, mais une incidence positive. Donc ça, c'est une bonne chose. L'autre élément, ça va être le partenariat que vous allez mettre en place avec votre banque. Le fait d'avoir des produits et services, d'être équipé auprès de votre banque, ça va également améliorer votre scoring. Donc c'est un élément à prendre en compte. Aujourd'hui, le fait d'avoir de l'épargne, c'est aussi quelque chose qui va être positif, mais pas de l'épargne bancaire. Les banques privilégient de l'épargne financière. Donc ça peut être sur du PEA, plan épargne action, sur du compte titre,
sur plein de supports diversifiés de l'assurance vie. Le but, ça va être de montrer un engagement moyen-long terme. C'est quoi un engagement moyen-long terme? Ça va être un engagement qui est plus important que sur un livret. Ça va être un engagement de 5 à 8 ans. C'est ce qui est préconisé sur des comptes comme le PEA ou l'assurance vie. Si vous mettez de l'argent en place sur de l'épargne bancaire classique de type livret, vous risquez de vous exposer au fait que la banque n'assimile pas ça à un engagement, puisque vous allez pouvoir retirer votre épargne à tout moment. Donc prenez le soin de placer de l'argent sur des comptes qui sont peut-être plus rémunérateurs déjà en plus, et qui vous engagent sur une durée. Après, il faut savoir qu'il n'y a pas de réel engagement, puisque que ça soit sur de l'assurance vie ou du PEA, vous pouvez récupérer vos fonds à tout moment. Donc, vous ne vous formalisez pas là-dessus, c'est juste un engagement, ça montre que vous allez jouer le jeu avec la banque qui vous accompagne, et ça va vous permettre de rentrer dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant, encore une fois. Donc, évitez de vous mettre à dos votre banquier. Qu'est-ce que vous pouvez faire qui fâche votre interlocuteur et qui fâche la personne que vous avez en face de vous? Évitez de donner des ordres ou de dire des phrases du type « c'est moi qui fais ton salaire » ou des choses comme ça. Ne soyez pas dans une approche comme celle-ci, soyez plutôt dans une approche humaine. Il ne faut pas oublier que l'interlocuteur que vous avez en face de vous reste un être humain et que c'est toujours plus agréable de rentrer dans le cadre d'un échange, c'est-à-dire d'échanger sur différents sujets. Certes, en tant qu'investisseur, vous allez venir pour obtenir un crédit, mais vous pouvez également échanger avec votre interlocuteur, ce qui va vous permettre d'avoir et de multiplier surtout les conversations et de trouver peut-être des points communs avec lui. Donc que ce soit sur le sport, que ce soit sur les enfants, peu importe les sujets que vous allez aborder, mais vous rentrez plus dans le cadre d'un échange. Ne soyez pas là que pour voir vos intérêts personnels, essayez de voir aussi les intérêts que peut avoir votre interlocuteur. Lui, il a certes un boulot à faire, peut-être vous faire le crédit, mais il a aussi des objectifs à atteindre, donc voir ce que lui recherche également. Et puis, surtout, le fait d'être dans un échange, ça permet d'oublier ce contexte et d'être là que d'un point de vue financier et que crédit. Et ça permet de nouer un lien avec l'interlocuteur que vous avez. Et ça, je vous conseille de le faire, que ce soit avec votre banquier, avec votre notaire, avec l'agent IMO. La personne se souviendra de vous comme quelqu'un de sympathique et pas quelqu'un qui vient juste chercher quelque chose. Alors, il ne faut pas que ça soit faux cul, il ne faut pas le faire de façon forcée. Il faut vraiment que ça soit dans le cadre d'un échange. Pareil, si vous devez remercier quelqu'un, faire un cadeau, alors encore une fois, on n'est pas en train d'essayer d'acheter quelque chose, mais ça doit se faire de façon naturelle. Si vous offrez une boîte de chocolat, des fleurs, peu importe, ça doit venir vraiment du cœur et puis c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Ce n'est pas quelque chose qui est fait pour attendre quelque chose en retour. Donc, n'oubliez pas que vous avez un être humain en face de vous et ayez une approche différente d'une personne qui vient que pour chercher quelque chose. Donc, on a parlé de relations gagnant-gagnant. Vous allez venir, à la base, vous allez solliciter la banque pour obtenir un financement. N'oubliez pas du coup, comme on l'a dit, que votre banquier, lui, a des objectifs à atteindre. Que la banque ne se rémunère pas forcément très bien sur les crédits, c'est pas là où elle gagne le plus de sous. Donc il faut que vous ayez une approche différente et comprendre un petit peu ce que votre interlocuteur, lui, souhaite. Donc, ce que vous allez faire, c'est qu'en fonction des banques que vous allez solliciter, vous allez regarder en amont sur leur site, par exemple, ou vous renseigner sur les produits et services qu'elles proposent. Tout ce qui est lié déjà à votre financement, vous allez pouvoir le prendre avec votre banque. Aujourd'hui, si vous cherchez une assurance propriétaire non occupant, vous en avez besoin, c'est obligatoire pour les logements que vous allez acheter, et sollicitez-la avec votre banque. La sollicitez pas avec un groupe d'assurance autre. Le fait de solliciter votre banquier, ça montre un engagement, ça montre que vous allez avoir une relation qui va durer sur le temps, vous engagez avec lui et vous n'êtes pas là juste pour obtenir un crédit. Donc, tout ce qui est lié à votre crédit, même système d'alarme, si vous voulez mettre un système d'alarme pour l'acquisition de votre bien locatif ou pour l'acquisition de votre résidence principale, sollicitez-le avec la banque qui vous accompagne, avec la banque qui vous fait confiance. C'est le moyen de lui montrer que vous aussi, vous lui faites confiance et qu'elle peut vous accompagner dans vos projets. Pareil pour tout ce qui est assurance emprunteur. Aujourd'hui, vous sollicitez une assurance pour votre crédit. La banque vous accompagne, vous fait confiance. Vous allez prendre l'assurance avec elle, même si elle est un peu plus chère. N'allez pas prendre une délégation d'assurance, ça n'a pas d'intérêt. La banque risque
de ne pas apprécier le geste et peut-être vous allez louper et passer à côté d'une affaire juste pour 30 ou 40 euros par mois. Donc faites attention vraiment à votre projet. Dans un premier temps, en tout cas tant que la banque est enclin à vous accompagner, prenez l'intégralité des produits et services que vous pouvez prendre avec elle, jouez le jeu. Pareil pour les lignes téléphone. Aujourd'hui, la plupart des banques proposent de la téléphonie. Prenez votre téléphone avec eux, c'est pas SFR ou Bouygues qui va vous financer. Donc, jouez le jeu vraiment avec votre partenaire bancaire et il saura vous le rendre. Ne voyez pas que votre intérêt. C'est pareil pour tout ce qui est placement. Vous pouvez diversifier dans plusieurs banques si vous avez plusieurs partenaires bancaires, mais essayez de jouer le jeu avec eux et de placer les fonds que vous avez dans la banque qui va vous accompagner pour votre crédit. Évitez d'aller chez d'autres compagnies d'assurance. Pareil là pour faire des placements sur les assurances vie. Ça n'aurait pas de sens. Certes, vous pouvez gagner, mais vaut mieux. Est-ce qu'il vaut mieux gagner 1% sur une assurance vie ou est-ce qu'il vaut mieux avoir un financement et se servir de l'effet de levier du crédit pour continuer à emprunter et investir et multiplier les acquisitions? Donc ça, c'est une autre partie qu'il va vraiment falloir prendre en compte. L'aspect gagnant-gagnant de la relation que vous allez avoir avec votre banquier. Le crédit est au centre de la relation. Vous pouvez trouver la meilleure opportunité, le meilleur bien, avoir la meilleure option fiscale que vous souhaitez, le meilleur enveloppe, la meilleure société, tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas de financement, vous n'avez pas d'investissement. N'oubliez jamais ça, le financement est au cœur de l'investissement immobilier. Sans financement, il ne se passera jamais rien. Donc si aujourd'hui vous souhaitez investir, vous souhaitez multiplier les acquisitions, n'oubliez pas que votre banquier a un rôle très important, que la banque a un rôle très important. Ça va être important de vous constituer et de trouver un partenaire sur la durée. Plus vous allez devoir solliciter de banques pour les projets que vous faites, plus ça va être une perte d'énergie et vous n'allez pas être confiant quand vous abordez, quand vous essayez de trouver des biens. Donc essayez vraiment de trouver un partenaire qui va pouvoir vous accompagner sur 2, 3, 4, 5 projets. Parce que si à chaque bien que vous trouvez, vous devez solliciter de nouveau un partenaire, 2 partenaires, 3 partenaires, certains investisseurs font 10 banques. Rendez-vous compte l'énergie que vous allez perdre et que vous allez dépenser pour trouver. Alors même si aujourd'hui c'est vrai que le contexte est plus difficile, que vous allez devoir probablement chercher différents partenaires, essayez de trouver un partenaire qui pourra vous accompagner sur plusieurs opérations. Et ça va être super important. Donc maintenant on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui va faire que la banque va décider de t'accompagner toi et pas accompagner une autre personne ou en tout cas de te suivre dans tes projets? Il va y avoir la façon dont tu présentes ton dossier. Ça va être très important de connaître et de maîtriser les chiffres, donc que ce soit les chiffres de ton projet ou encore les chiffres bancaires. Donc le taux d'endettement, c'est un des chiffres que tu dois maîtriser. Tu n'as pas besoin de ton banquier pour calculer le taux d'endettement. Aujourd'hui, avec toutes les applications que tu peux trouver sur Internet, par exemple Meilleur Taux, on vous montre un exemple juste ici, ça va te permettre de retrouver le calcul de ta mensualité de crédit. Donc tu sais par exemple que pour 300 000 euros sur 20 ans, tu vas en avoir pour 1 500 euros de crédit. Donc c'est important de connaître ces chiffres-là parce que ça va te permettre de calculer ton endettement. Comment tu fais pour calculer ton endettement? Ton endettement, ça va être tes charges divisées par tes revenus. Donc si tu as 1 500 euros de charges, tu sais que tu dois gagner 4 500 euros de revenus pour approximativement être en dessous des 35%. Donc ça, c'est des chiffres que tu vas devoir maîtriser. Pareil, savoir la mensualité de crédit, comme on vient de le dire, grâce à des applications, tu vas pouvoir calculer sur 20 ans, sur 25 ans, quelles sont les mensualités de crédit que tu vas avoir. Donc ça va te permettre de savoir combien tu peux emprunter et de te positionner sur des biens. Ne va pas sur un bien à 1 million si tu as 2 000 euros de revenus. Déjà, la banque va te prendre pour un amateur et toi, tu vas perdre ton temps et tu vas faire perdre ton temps au vendeur. Donc tu vas te griller partout. Donc maîtrise bien ces chiffres-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au niveau de la durée du crédit. Aujourd'hui, tu sais que la plupart des banques financent les investisseurs locatifs sur 20 ans. Donc, ce n'est pas la peine d'aller solliciter du 30 ans, c'est un exemple. Donc, ça n'a aucun intérêt, tu vas perdre ton temps et tu vas faire perdre ton temps à ton interlocuteur. Le durée de prêt, bien souvent, c'est sur 20 ans. Tu peux encore obtenir du 25 ans avec un différé, mais c'est de plus en plus compliqué. Donc, essaye de maîtriser les chiffres de ton projet et de savoir quand tu présentes à la banque, d'avoir une alternative. Tu peux essayer de dire, bon,
Moi, je vous sollicite pour 25 ans, j'ai des travaux. Donc, c'est pareil, le différé, tu sais que c'est à peu près 2 ans dans toutes les banques. Tu vas avoir certaines banques qui peuvent te faire un différé sur 5 ans. Ça, on vous les donne en message privé. N'hésitez pas à nous solliciter dans vos questions, on y répondra avec plaisir. Mais la plupart des banques vont te financer sur 25 ans, plus 2 ans, c'est les meilleures conditions que tu peux obtenir. Alors on peut toujours obtenir mieux, il y en a plein qui nous diront peut-être dans les commentaires qu'ils ont obtenu plus, mais on parle de conditions qui arrivent le plus souvent. Donc aujourd'hui, bien souvent, on est sur 20 ans plus 2 ans de différé, ou 20 ans y compris les 2 ans de différé. C'est les conditions aujourd'hui, on est à peu près milieu d'année 2022. Donc, c'est les conditions que vous allez avoir régulièrement. Donc, essayez de faire une demande au banquier sur 25 ans et une demande sur 20 ans avec un différé en plus. Ça vous permet d'avoir une solution alternative quand vous proposez vos chiffres. Pourquoi on vous dit ça? Parce que lorsque vous montrez votre dossier bancaire, c'est important de montrer au banquier que vous savez de quoi vous parlez, du coup que vous lui avez préparé plusieurs options possibles, ce que vous voulez vraiment, et si ce n'est pas possible, vous avez une solution de rechange. Donc les chiffres de votre projet doivent être maîtrisés aussi. Il faut que vous sachiez quel système de location vous allez présenter au banquier, quel loyer vous allez en dégager et quelle charge de crédit vous allez avoir en face. Ça, c'est la base de tout investissement et de chaque dossier bancaire que vous présenterez. Donc quand vous présentez un système locatif, un mode de location, c'est pareil. Sachez une chose, certaines banques ne prennent pas en compte tous les modes de location. Par exemple, il va y avoir des banques qui ne vont pas prendre la location courte durée en compte. Donc c'est important de vous faire un tableau en amont de vos investissements des banques qui financent tel ou tel système. C'est-à-dire que quand vous allez solliciter les banques, une par une, vous allez faire en sorte d'établir en amont une liste de banques avec les durées, avec les apports, avec les systèmes de location qu'ils autorisent. Comme ça, vous savez quelle banque solliciter et quelle banque ne pas solliciter. Ça, c'est aborder l'investissement immobilier comme un professionnel. Vous allez savoir en amont quel interlocuteur solliciter. Ça va vous faire gagner du temps, ça va leur faire gagner du temps et ça va éviter que vous sollicitez des gens pour rien du tout. Donc le différé, on a parlé de différé. Pourquoi le différé, c'est important? Le différé, ça va être très important parce que c'est un moyen de vous reconstituer votre rapport. Aujourd'hui, la banque, il faut savoir, c'est pareil, qu'elle va vous demander probablement 10 à 20% d'apport sur vos projets. Encore une fois, il n'y a pas de vérité. Vous pouvez avoir un financement à 110%, ça existe encore. Je l'ai eu il y a 2 mois pour moi et pour une personne qu'on accompagne il y a encore 15 jours. Donc ça existe. Vous pouvez avoir des financements à 110%. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais ça va être de plus en plus compliqué de les obtenir. Donc même ça, arriver à la banque et montrer que vous avez un apport, ça vous démarque tout de suite de la concurrence et ça permet de voir que vous êtes un professionnel de l'investissement. Donc, quel apport vous allez devoir mettre? L'apport va fluctuer, ça va être dans le cadre d'une négociation avec votre banque. Plus vous allez être un bon client, vous êtes déjà client de la banque, plus vous allez avoir un scoring important, un meilleur scoring, plus la banque risque de vous demander moins d'apport. Donc, moins vous allez avoir d'apport à apporter dans votre projet. Ce qui est important, c'est de savoir surtout comment vous le reconstituez. Mettre de l'apport, ce n'est pas une fin en soi. Qu'est-ce que ça va faire déjà? Ça va permettre de montrer à la banque que vous êtes engagé, que vous êtes impliqué dans votre projet. Ça va également la rassurer. Aujourd'hui, la banque a peur qu'il y ait un retournement de marché et qu'elle se retrouve avec un crédit supérieur à la valeur du bien. Donc, elle veut se prémunir en cas de défaillance du marché. Pour ça, elle vous demande de financer les frais annexes déjà dans un premier temps. Donc, vous savez que vous avez à peu près 10% d'apport entre les frais de notaire qui sont à 7,8%, les frais de garantie, les frais de dossier. Vous savez que vous avez un apport déjà à mettre qui est au moins équivalent à 10%. Ensuite, pour montrer votre implication, c'est possible qu'elle vous demande entre 5 et 20% supplémentaires selon les banques que vous allez choisir. Encore une fois, c'est pas grave. L'important, c'est de comprendre comment se reconstituer votre apport, cet apport que vous allez mettre, l'épargne que vous allez mettre dans votre projet. Donc, comment vous pouvez faire? Vous pouvez utiliser le différé. Le différé de crédit, il y a le différé total, donc où vous ne payez que l'assurance emprunteur, et le différé partiel, dans lequel vous allez payer intérêt et assurance. Vos mensualités de crédit sont composées du capital, des intérêts que vous payez à la banque et de l'assurance emprunteur. Donc si vous sollicitez un différé total, comme on vient de le voir, vous ne payez que les intérêts, que l'assurance, pardon. Si vous sollicitez
un différé partiel, vous allez payer intérêt et assurance. Donc vos mensualités sont moindres parce que vous ne remboursez pas de capital. Donc quand vous touchez vos loyers, ça veut dire que par exemple sur 1000 € de loyer, si normalement vous avez 800 € d'échéance de mensualité de crédit, là en sollicitant un différé, vous allez peut-être avoir que 200 ou 300. Donc vous allez pouvoir mettre tous les mois 700 ou 800 € de côté. Cette somme va pouvoir vous permettre de vous reconstituer l'épargne investie et mise dans votre projet. Donc vous allez très rapidement pouvoir reconstituer l'épargne grâce au différé de crédit. Pareil, les enveloppes que met à disposition la banque, donc c'est assimilé à des crédits consommation. La banque peut vous mettre une enveloppe qui n'est pas affectée, une enveloppe de crédit. Donc vous n'allez pas avoir de justificatif à donner. Ça va ni être pour les travaux, ni être pour acheter une voiture par exemple. Ça va être une enveloppe de crédit qui est mise à votre disposition. La banque se dit, voilà, moi je l'accompagne sur 300 000 €, bah pourquoi pas lui mettre une enveloppe en plus de 30 000 € qu'il utilisera comme bon lui semble. Ça veut dire que si vous avez 10% d'apport à mettre, par exemple 30 000 € en l'occurrence, eh ben vous allez vous reconstituer très rapidement l'épargne, l'apport que vous avez mis. La seule chose qu'il faut bien prendre en compte, c'est attention, on vous débloque une somme d'argent, donc 30 000 € en l'occurrence, vous allez avoir un crédit à payer, à rembourser probablement sur une durée assez courte, 5 ans maximum dans la plupart des banques. Donc faites attention à ça, mais par contre, vous allez récupérer le cash investi très rapidement. Donc si vous avez un projet très rentable, ça peut être une solution. Donc le gros avantage que vous allez avoir aujourd'hui, c'est qu'on est passé de 33 à 35% d'endettement. Donc même si ça ne change pas grand-chose, c'est quand même un point positif. Ça va vous permettre peut-être de passer les projets qui étaient limites. Donc si vous étiez limite au niveau de votre endettement, vous étiez à 33,5, peut-être 34, vous allez passer sur certains projets qui étaient justes. Donc ça, c'est important et c'est un bon point à prendre en compte. L'autre chose qu'on nous demande régulièrement, ça va être, est-ce que je dois tout déclarer à ma banque? Donc ça, c'est un sujet un peu compliqué puisque vous allez avoir des investisseurs qui essayent de cacher des choses. Donc ce que je vous conseille, c'est de déclarer l'intégralité à votre interlocuteur bancaire, donc dire tout au conseiller ou au directeur selon la personne que vous allez solliciter, et lui prendra le soin de déclarer ce qu'il souhaite. Vous pouvez lui expliquer que vous avez un projet en cours mais qu'il est loin d'être abouti. Par exemple, dans le cadre de doublettes ou de triplettes, beaucoup d'investisseurs aiment ne pas déclarer l'ensemble des biens et des acquisitions qu'ils font. Donc effectivement, vous n'avez pas signé l'acte authentique, donc vous n'êtes pas propriétaire. Mais ce que je vous encourage à faire, c'est de dire à votre banquier, écoutez monsieur le banquier, voilà, j'ai un projet en cours, je me penche sur ce projet, je suis en train d'étudier la faisabilité, mais rien n'est fait. Est-ce qu'on pourrait pour l'instant ne pas le déclarer? Et si jamais j'avance sur ce projet, je vous avertis, et alors on déclarera ou on ne déclarera pas selon ce que vous souhaitez faire. Si vous souhaitez cacher des choses à votre banquier, sachez que s'il s'en aperçoit, la banque a la possibilité de vous demander le remboursement de l'intégralité du crédit. Donc ça risque de vous mettre dans une position inconfortable et du coup, ce n'est pas ce que je vous conseille. Essayez toujours de maîtriser le risque, comme on a dit. Est-ce qu'il vaut mieux peut-être ne pas faire un projet plutôt que vous retrouver dans une situation où vous soyez obligé de rembourser l'intégralité du prêt sollicité? Donc ça va être à vous de décider. Prenez bien la mesure du risque et essayez d'avancer. Mais si vous voulez vous positionner dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant et sur du long terme, essayez de déclarer tout ce que vous avez à déclarer à votre interlocuteur. Encore une fois, ça fera bonne impression, vous montrerez signe de confiance et à ce moment-là, vous pourrez avancer sur quelque chose, une relation qui est déjà bien partie. Parce que si vous commencez par cacher des trucs à votre interlocuteur, ça va être beaucoup plus dur pour avancer sereinement et surtout dans une relation de confiance. Donc faites attention à ça. Donc l'autre manière de vous professionnaliser, ça va être de présenter un dossier complet à votre banque. Vous avez un certain nombre de justificatifs qu'on va vous donner à fournir à votre banquier, à votre interlocuteur. Donc, essayez de présenter toujours un dossier complet. Vous allez avoir vos relevés de compte, vous allez avoir vos avis d'imposition, vous allez avoir les attestations de propriété avec vos taxes foncières. C'est important de donner un dossier complet. En présentant votre dossier comme un professionnel, vous allez dégager quelque chose
auprès du banquier qui va se dire « Bon, bah écoute, je n'ai pas affaire à un amateur, j'évite les allers-retours, j'évite les échanges qui me font perdre du temps. » D'autant plus que si il manque des documents, il va vous faire un premier mail, vous allez lui renvoyer les documents manquants. S'il en manque encore, il va vous faire un deuxième mail et au bout d'un moment, lui, il n'a pas que ça à faire. Vous risquez de vous exposer à un refus. Donc faites attention quand vous présentez votre dossier bancaire d'avoir bien tous les éléments. Ce que je vous conseille, c'est toujours une version numérique. Donc soit envoyer par mail à votre banquier un WeTransfer, un fichier zip ou alors l'ensemble des mails bien classés, vos relevés avec vos relevés, vos avis d'imposition avec vos avis d'imposition pour lui faire gagner un maximum de temps. Vous lui mâchez le travail. Comme ça, lui, il gagne du temps et il aborde le dossier plus sereinement et surtout, ça lui donne envie de travailler avec vous. Donc, prenez bien le soin de faire un fichier numérique et un fichier papier si aujourd'hui, ils ont encore besoin de papier pour scanner les documents. Mais c'est très rare, dans la plupart du temps, vous allez pouvoir fonctionner soit par mail, soit par le biais de clés USB, peut-être s'ils prennent les clés USB. Là, encore une fois, renseignez-vous auprès de la banque pour savoir si elle peut rentrer dans son logiciel la clé USB, si elle peut accepter les WeTransfer ou les fichiers zip. Ça permet de ne pas perdre de temps, là encore, dans les échanges. Donc ça, c'est très important. Professionnalisez-vous, envoyez un dossier complet. Faites un dossier aussi qui résume l'intégralité des chiffres de votre investissement. Donc, savoir combien vous empruntez, savoir les travaux que vous sollicitez, savoir les loyers que vous allez toucher. Et puis, vous pouvez même mettre des plans avant et une projection après de ce que vous allez faire. Ça permet au banquier de se projeter. Et surtout, le fait de lui montrer une présentation, un dossier de présentation, ça va lui permettre, lorsqu'il va monter le dossier, de repenser à ce que vous lui avez parlé et d'avoir tous les chiffres parce que dans la journée, il reçoit peut-être 5-6 personnes. Donc, il ne pense pas que à votre dossier et c'est possible qu'entre le délai où il vous a reçu et le délai où il monte le projet, eh ben, il se passe un laps de temps et qu'entre-temps, il n'ait plus tous les chiffres. Pareil, selon les interlocuteurs que vous allez solliciter, les banques que vous allez solliciter, il va y avoir une délégation bancaire. Donc, votre scoring aide à améliorer cette délégation, c'est-à-dire que plus vous avez une note élevée au sein de la banque, plus vous avez de délégation, plus vous avez de pouvoir dans la banque. Donc plus l'interlocuteur que vous avez en face de vous va pouvoir vous accompagner. Comment ça fonctionne? Vous avez votre interlocuteur que vous sollicitez pour un projet à 100, 200, 300, 300 000 euros, 1 million, peu importe le montant. La personne qui est en face de vous, le conseiller, va avoir une délégation, peut-être 100 000. Son directeur va avoir une autre délégation, peut-être 1 million. Et après, le groupe de commissionnement de crédit, des engagements, peu importe le nom, va avoir une autre délégation. Donc, chaque interlocuteur va avoir un montant pour lequel il va pouvoir vous accompagner. Donc, si vous avez l'interlocuteur en face de vous, votre conseiller qui a 100 000 euros de délégation, et que vous le sollicitez pour 100 000 euros, très bien. Donc, lui, vous allez avoir échangé avec lui. Il va connaître les chiffres de votre projet et du coup, il sera enclin à dire si oui ou non, il accepte de vous accompagner. Si c'est le directeur, son N+1, donc qui a la décision et que ce n'est pas lui que vous rencontrez, ça veut dire que c'est votre interlocuteur en direct qui va devoir présenter le dossier. D'où l'importance de bien lui présenter les chiffres de votre projet et de maîtriser votre projet par cœur. Parce que si même vous hésitez au moment de lui présenter le dossier, et bah lui, quand il va le présenter à son supérieur hiérarchique, et bah vous pouvez être sûr qu'il ne va pas donner les bons chiffres ou qu'il ne va pas annoncer les bons montants et que vous vous exposez à un refus. Donc vraiment, essayez de maîtriser les chiffres de votre projet, de les présenter de façon les plus dynamiques possibles et intéressantes, parce qu'encore une fois, si jamais vous présentez des chiffres et que ce n'est pas intéressant ou que votre présentation ne le fait pas rêver, ne le fait pas vibrer, bah ça va être très difficile pour qu'il le présente à son supérieur. Et pareil, si après ça passe encore au-delà en commission, il va vraiment falloir que la personne qui a présenté votre dossier sache de quoi il parle, sinon ça va être compliqué. Donc essayez d'intéresser les gens, essayez d'être dynamique et d'être professionnel, maîtriser les chiffres de votre projet, ça va être très important, surtout dans le cadre des délégations de crédit, comme on l'a dit, selon les banques, elles vont être différentes. Là, c'est pareil, quand vous allez solliciter des organismes bancaires, faites attention de solliciter les organismes qui ont le plus de délégations. Pourquoi ? Vous allez solliciter peut-être un projet aujourd'hui à 200 000. Peut-être que demain, vous solliciterez un autre projet à 300 000. Peut-être après-demain à 500 000. Plus vous allez pouvoir solliciter de projets avec le même interlocuteur, plus vous allez établir une situation de confiance, plus vous allez pouvoir enchaîner les projets. Donc c'est vraiment très important
de prendre le soin d'avoir un bon interlocuteur, de bien échanger avec lui et de, lors de l'entretien, savoir quelle délégation, sur quel montant il peut vous accompagner. Parce qu'une personne qui va pouvoir vous accompagner sur 2-3 millions, une banque, bah, c'est peut-être plus intéressant de placer plus d'argent avec eux plutôt qu'aller solliciter 15 partenaires bancaires. Essayez vraiment de garder en tête que la fidélité sera récompensée. Donc trouvez un interlocuteur qui a les bonnes délégations et foncez, allez-y, placez de l'argent avec eux. Pour vous donner un petit peu des idées des banques qui pourraient vous accompagner sur des projets qui ont des délégations importantes, vous avez pour les investisseurs le CIC et le Crédit Mutuel que vous pouvez solliciter, qui ont des délégations à agence, donc ont des délégations au niveau des directeurs. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que l'interlocuteur que vous allez solliciter est en agence, que vous pouvez l'avoir en face de vous. Et du coup, c'est un gain de temps pour l'édition des offres de crédit, mais c'est aussi un gain de temps dans les échanges. Ça évite qu'il y ait des intermédiaires. Vous avez plein d'autres banques qui sont très bien pour les investisseurs, comme le Crédit Agricole, comme la Banque Populaire, comme la Caisse d'épargne. Donc voilà, il ne faut pas se focaliser et s'arrêter sur une ou deux banques, mais trouver le partenaire qui vous correspond pour avancer sur la durée. On a vu maintenant les nouvelles normes, on a vu comment présenter son dossier comme un professionnel, on va voir comment vous pouvez contourner entre guillemets ces normes. Le HCSF, en fait, le Haut Conseil de stabilité financière, a donné des préconisations à suivre aux banques qui sont devenues des règles, comme on l'a dit. Maintenant, vous avez des structures qui ne rentrent pas dans ces règles-là, comme la SCI, Société Civile Immobilière. Donc la SCI, selon les banques que vous allez solliciter, va vous dire que le taux d'endettement n'est pas pris en compte. Même si une SCI dite transparente, translucide, donc on va regarder les associés qui composent la SCI pour voir le taux d'endettement que vous avez. Donc c'est pas, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi parce que vous investissez en SCI. Ça rentre quand même dans des normes. Vous avez quand même un taux d'endettement qui est regardé en fonction des associés. Donc les associés qui composent la SCI, on va regarder les charges et les revenus qu'ils ont. Mais par contre, ça ne rentre pas dans les critères. Ça veut dire que si vous achetez en SCI, vous êtes à 37-38% d'endettement. Vous ne faites pas partie des dossiers pour lesquels la banque va déroger. C'est hors champ d'application. Donc ça, c'est pareil. Ça va être dans le cadre d'un échange avec votre interlocuteur, voir si pour lui, votre SCI rentre en compte pour le HCSF ou pas. Est-ce que ça fait partie des conditions de négociation que vous pouvez avoir avec lui ou pas? Quand vous investissez, c'est important de comprendre les règles. Pour comprendre les règles, c'est un échange avec la personne qui est en face. Encore une fois, rien n'est figé, il n'y a pas de vérité. Aujourd'hui, c'est difficile à appréhender les nouvelles règles parce que rien n'est écrit, rien n'est gravé dans le marbre. Ça va être vraiment en fonction des différents interlocuteurs et des banques et des décisions qu'ils ont plus haut, les politiques, de savoir s'ils peuvent vous accompagner ou pas si vous achetez en SCI. Vous avez des banques, aujourd'hui on rencontre beaucoup de banques, qui ne veulent plus financer des SCI pour des prospects. Donc le gros avantage que vous allez avoir, si vous êtes client d'une banque, c'est voir si la SCI ne rentre pas dans le cadre du HCSF et si vous allez pouvoir, grâce à ça, enchaîner les investissements. Donc encore une fois, essayez de solliciter la personne que vous avez en face de vous, questionnez-la pour savoir ce que vous pouvez faire et ne pas faire. Le fait d'investir également en SCI, ça n'a pas qu'un intérêt au niveau de l'endettement, ça a aussi un intérêt au niveau de la transmission et de votre patrimoine. Donc vous allez avoir plein d'intérêts de passer par le biais d'une SCI. Déjà, c'est encadré par des statuts, ça va éviter l'indivision. Donc je vous conseille de vous rapprocher d'un professionnel pour vous renseigner. Même d'un point de vue fiscal, il peut y avoir de gros intérêts à passer sur une SCI à l'IS par exemple, plutôt qu'une SCI à l'IR. Donc ça sera abordé dans une autre vidéo. Mais n'hésitez pas à vous renseigner, vous faire accompagner par un professionnel pour savoir ce que vous pouvez faire grâce à des structures. Pareil, tout ce qui est acquisition en société, donc au travers d'une SARL de famille, une SASU, une SAS, ça va permettre de passer outre tous ces critères. Mais maintenant, il faut savoir appréhender les nouvelles règles, parce que bien sûr, vous changez de structure, vous changez de méthode d'emprunt, mais du coup, vous avez des nouvelles règles. Vous allez vous exposer à des durées différentes et à des apports différents. Donc sachez que quand vous investissez au travers d'une structure professionnelle, il est fort probable que la banque vous accompagne sur 15 ans et plus sur 20 ou 25. Pareil, au niveau de l'apport, il reste de vous demander entre 20 et 30% plutôt que 10 à 20%. Donc tout ça, il faut être capable de le maîtriser en amont parce que si vous passez en société et que vous avez un emprunt sur 15 ans, vous verrez qu'en termes de cash flow, en termes de rentabilité,
ou en tout cas de cash flow que vous dégagez mensuellement, la somme est différente. Donc si vous partez sur un gros projet et que vous n'avez plus le même cash flow, il faut être capable et surtout savoir si vous êtes OK pour vous dégager moins de cash et quand même faire l'investissement. Parce que si vous partez sur un investissement, je vous dis, je ne sais pas, 1 million pour vous donner un exemple, et que vous n'avez pas le crédit sur 25 ans, mais que vous l'avez sur 15 ans, en termes de cash flow, ça va être différent ce qui va vous rester à la fin, et peut-être que vous allez vous dire, bah, ça ne vaut pas le coup de partir sur un aussi gros montant pour dégager si peu de cash. Donc, ayez toujours en tête d'avoir des objectifs et d'avoir une vision globale de votre projet pour pouvoir vous lancer. Là encore, le but n'est pas de solliciter la banque, par exemple, en nom propre, puis après en SCI, puis après au travers d'une structure. Anticipez tout ça en amont de votre projet et partez sur des bonnes bases. Privilégiez les investissements rentables. Pourquoi on vous demande de privilégier les investissements rentables, ou en tout cas pourquoi vous avez tout intérêt à le faire? Si vous commencez dans l'investissement immobilier, plus vous allez avoir des investissements rentables, plus vous allez dégager de cash. Moins vous allez impacter votre endettement. Donc moins vous allez impacter votre endettement, plus vous allez pouvoir enchaîner les projets. Donc c'est important de dégager le plus de rentabilité possible pour impacter le moins possible votre endettement. Comme on l'a vu tout à l'heure, l'endettement est passé de 33 à 35%. C'est peu, ça peut faire la différence. Donc essayez de ne pas grignoter les pourcentages d'endettement auxquels vous pouvez avoir le droit. Donc privilégiez vraiment des projets avec forte rentabilité plutôt que des projets patrimoniaux, en tout cas dans un premier temps. Comme on l'a vu, c'est important de se diversifier. Par la suite, vous allez pouvoir passer sur des projets plus patrimoniaux parce que déjà, la banque aura une approche différente. Vous allez devenir un investisseur professionnel de l'immobilier au fur et à mesure des investissements. Donc, plus vous allez vous professionnaliser, moins il y aura cette notion d'endettement. Donc, ça va être très important de montrer à la banque dans un premier temps que vous êtes capable de faire des investissements rentables et ensuite, vous pourrez diversifier votre patrimoine avec des investissements patrimoniaux. Pour finir, comme dans tous les domaines, c'est important de se former et de se faire accompagner par des professionnels. Ne vous lancez pas dans l'immobilier ou dans l'investissement, que ce soit financier, que ce soit de la crypto, de l'immobilier, de l'entrepreneuriat, sans être formé, sans être accompagné, sans savoir de quoi vous parlez, sans savoir les sujets, les différents problèmes que vous allez pouvoir rencontrer. Sinon, vous vous exposez à des erreurs à plusieurs milliers d'euros et dans l'investissement immobilier, ça peut vite être significatif. Donc, il y a plein de choses à savoir. On est en 2022, vous pouvez faire encore plein de choses, même si les contraintes sont peut-être aujourd'hui de plus en plus difficiles. C'est très cyclique. Donc, savoir les anticiper aujourd'hui, ça va vous permettre de partir sur des bonnes bases et exploser les chiffres au niveau de vos investissements. Donc, maîtriser aujourd'hui les difficultés vous permettra de les enchaîner quand ça sera plus facile. Formez-vous. Si cette vidéo vous a plu, pensez à nous mettre un pouce bleu, ça nous encouragera. Pensez également à vous abonner et à mettre la cloche en place pour avoir toutes les notifications pour nos prochaines vidéos. Vous pouvez aussi commenter cette vidéo juste en dessous, ça nous permettra d'échanger ensemble et de répondre à toutes vos questions.